Oui, le titre de ma présentation, c'est la laïcité malmenée. Alors effectivement, étant donné qu'on ne réfléchit pas peut-être suffisamment avant de faire des lois, des fois il y a des choses qui ne tiennent pas. Et bon, c'est de ça que je vais parler plus dans cette présentation-là. Bon. Mais quand même, je dirais que pour commencer, malgré les embûches, malgré les côtés négatifs, les retours en arrière possibles, bon, on a quand même fait des progrès en matière de laïcité, de réflexion en matière de laïcité quand même, notamment avec l'adoption de la loi 21 et plus récemment la loi sur le renforcement de la laïcité à l'école de Bernard Drinville. Bon, et maintenant avec le PL9. Mais il y a aussi des dérives, des contresens, des incompréhensions, des contradictions dans les lois, et puis des angles morts. Et donc c'est là-dessus là, que je vais baser ma présentation. Alors, les dérives. Donc laïcité malmenée, en fait, c'est le titre que nous avons donné au RPL. Donc on est plusieurs du RPL ici. Il y a François Dugré, Lucie Jobin. Bon, alors, donc en fait, c'est ça. C'est le titre que nous avions donné au RPL en juillet dernier à un texte faisant office de droit de réponse dans le devoir, à un texte d'opinion d'un certain Jean-Claude Ravet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui accusait donc le RPL, le Rassemblement pour la laïcité, d'être anti-religion, de militer pour interdire toute manifestation religieuse dans l'espace public au nom de la laïcité. En fait, tous ces gens-là étaient énervés parce que le rapport sur le collège Dawson et les collèges anglophones nous avait cité des choses qu'on disait. Alors ça les avait ça les avait énervés. Alors ils essayaient de dire qu'on disait n'importe quoi. Bon. Mais c'est faux, hein. Nous n'avons jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'il fallait refouler tout ce qui relève de la religion dans la sphère intime. On n'a jamais parlé de laïcité de l'espace public. Mais on ne peut pas nier que c'est vrai qu'on l'entend pas mal de plus en plus, hein, sur les réseaux sociaux, les manifestations anti-prière de rue aussi. Mais plus grave, on retrouve maintenant le concept mal avisé de neutralité religieuse de l'espace public entendu comme espace ouvert au public, comme les rues et les parcs. Eh bien, on retrouve ce concept dans le projet de loi 9 de Jean-François Roberge sur le renforcement de la laïcité au Québec. Et donc, voilà, il s'appelle renforcement de la laïcité au Québec. Donc, vous remarquez qu'on ne parle plus de laïcité de l'État, mais c'est une dérive de la laïcité. Donc en fait, il y a deux dérives de la laïcité qui sont bien connues, hein. D'une part, on a la laïcité ouverte, hein. Donc d'une part, celle des adversaires de la loi 21 qui n'admettent aucune restriction ou interdiction à l'affichage aux pratiques religieuses, c'est ça, nulle part, partout là, donc aucune intervention de l'État dans le domaine religieux. Et de l'autre, donc eux autres, là, c'est les laïcités ouvertes. Hein. Et puis de l'autre, il y a l'extrémisme laïque, qui consiste à vouloir refouler toute expression religieuse au seul espace privé. Bon, alors je vais quand même rapidement dire ce que c'est que la laïcité, hein, du coup, là. Donc la laïcité, c'est un mode d'organisation de l'État qui dissocie les religions du fonctionnement des institutions publiques. Alors un État laïque est séparé des religions, c'est-à-dire qu'il ne peut s'appuyer sur aucune conviction, croyance ou appartenance religieuse pour justifier ses décisions ou ses actions. Un État laïque est neutre en matière religieuse dans le sens où tous ceux et celles qui travaillent pour les institutions publiques doivent s'abstenir pendant leurs heures de travail d'afficher ou de favoriser leur propre position religieuse ou politique ou conviction spirituelle, incluant l'athéisme, par respect de la liberté de conscience des usagers des services publics. C'est d'autant plus important dans l'enceinte d'un établissement scolaire ou d'une garderie, d'un CPE, puisque le milieu dans lequel évoluent les enfants dès leur plus jeune âge a un effet déterminant sur leur développement psychologique et mental, et qu'il est important de préserver leur droit à un avenir ouvert. Ça aussi, c'est une notion qu'on pourrait discuter longtemps. Alors c'est pourquoi on a salué, donc au RPL, dans le projet de loi 9, pour lequel on était entendu donc mardi dernier, les nombreuses mesures qui visent à renforcer la laïcité de l'État, comme étendre au CPE les exigences de respect de la laïcité,
ou l'interdiction des lieux de prière et le voile intégral dans toutes les institutions d'enseignement, de la garderie à l'université. Pour les CPE, par exemple, comme le disent Maître Pelchat et Maître Rousseau dans leur rapport, le fait d'avoir de plus en plus d'éducatrices voilées finit par instaurer un climat religieux qui n'a pas lieu d'être et qui conditionne les enfants et bafoue le droit des parents à un service laïque. Alors, les adversaires qui disent qu'on ne peut pas, que c'est parce qu'il y a trop de femmes voilées déjà, là, et puis qu'il y aura une pénurie de main-d'œuvre, ce qu'on leur dit, c'est que c'est grave quand même. S'ils disent ça, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a déjà un climat religieux qui s'est bien installé dans les garderies. Alors, est-ce qu'on est otage? Est-ce qu'on ne devrait plus rien faire? Est-ce qu'on est otage de ces congrégations religieuses? C'est certain qu'il faut agir. Alors, s'il y en a beaucoup, c'est une raison de plus pour agir rapidement. Donc, au RPL, on dit que ce n'est pas trop tard, mais qu'il faut agir rapidement avant que ça le devienne. L'État doit poser des gestes pour protéger le droit des citoyens à des services publics laïques. Bon, mais je reviens à ma dérive. Dans l'espace public, en France, on appelle ça espace civil, c'est-à-dire l'espace qui est ouvert au public, comme les rues et les parcs. Alors, c'est le principe de libre expression qui devrait s'appliquer, tout en s'assurant, bien sûr, de respecter l'ordre public et la liberté d'autrui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un régime laïque est construit sur deux principes indissociables. D'un côté, un principe de neutralité religieuse de l'État, et de l'autre, un principe de liberté d'expression et d'affichage dans l'espace public. L'appel à étendre la neutralité religieuse à l'espace public, comme le propose le PL9, c'est donc une des deux dérives dénoncées de la laïcité, que Catherine Kinsler, spécialiste de la laïcité en France, explique bien dans ce passage. Tiens, je vais citer ce passage de son livre « Penser la laïcité ». Alors, je cite... Le régime de laïcité articule le principe de la laïcité ou principe de réserve, d'abstention dans l'espace participant de l'autorité publique avec le principe de liberté de manifestation dans l'espace civil, public et privé et intime. On peut déduire de là les deux dérives les plus fréquentes qui se présentent sous le terme de laïcité. Vouloir étendre la liberté dont jouit l'espace civil à la puissance publique, c'est la laïcité adjectivée, positive, plurielle, modérée, raisonnable, ouverte, etc. Inversement, vouloir durcir l'espace civil en exigeant qu'il applique le principe d'abstention partout. Et ça, c'est l'extrémisme laïque. Donc, je referme la parenthèse. Des deux côtés, la liberté est menacée. En particulier, dire que la liberté religieuse se limite à la maison revient à nier la liberté religieuse. Dans un autre passage, Catherine Kinsler explique que cette position, donc l'extrémisme laïque, ruine le principe même de la laïcité, dont l'objectif est de rendre possible, a priori, ces différentes libertés, et qui la contredit puisqu'elle érige en opinion officielle un contenu doctrinal ouvertement anti-religieux. Je ferme la parenthèse. Cette position revient à bafouer la neutralité religieuse de l'État. La laïcité ne doit pas être anti-religieuse, au contraire. C'est la condition essentielle du pluralisme des religions, des convictions et des idées, comme nous l'expliquait à chaque fois très bien Guy Rocher d'ailleurs. Et donc érigée, comme le prévoit le PL9, une loi qui s'appelle loi favorisant la neutralité religieuse, notamment dans l'espace public, et plus loin, loi neutralité religieuse de l'espace public, c'est un contresens, une dérive de la laïcité qui porte flanc à toutes les attaques et transmet un très mauvais message aux citoyens qui pourraient en conclure, si l'espace public doit être neutre, qu'ils sont en droit de demander que tout signe religieux soit également interdit dans l'espace public, et là ils vont se faire rentrer dedans, comme ils n'arrêtent pas de se faire rentrer dedans, depuis la loi 21. Donc, ce n'est pas à leur rendre service. Alors, c'est pourquoi, mardi, on a demandé au ministre d'abolir ce concept de neutralité de l'espace public. Il faut vraiment enlever ça, là. Et de renommer le projet de loi pour qu'il soit clair que la laïcité s'applique à l'État québécois et non pas à l'espace public. Mais bien sûr, la laïcité ne règle pas tout et des lois doivent être aussi édictées pour préserver l'ordre public. On comprend en fait l'intention du ministre qui était de régler
le problème des prières de rue qui se sont multipliées, on l'a vu à Montréal, notamment là dans le contexte des manifestations pour Gaza, et qui ont envenimé vraiment le climat social. On est bien conscient de ça, c'est un problème, mais le remède ne doit pas être pire que le mal. Parce que le PL9 ne parle pas d'interdire ces prières de rue-là, il parle d'interdire, sauf autorisation exceptionnelle du conseil municipal, toute utilisation de la voie publique et des parcs à des fins de pratiques religieuses collectives. Bon, alors le MLQ de Daniel Barry dit qu'est-ce que ça veut dire collective. Effectivement, c'est aussi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais surtout aussi comment dire qu'est-ce qui est religieux et qu'est-ce qui est collectif. Est-ce que les prières de rue dans le cadre des manifestations pour Gaza, là, est-ce que c'est religieux ou est-ce que c'est politique? C'est plutôt politique. Hein. Alors donc ils vont se défendre, ils vont dire que c'est politique, et puis ça ne réglera pas le problème. Hein. Donc comment différencier une pratique religieuse d'une pratique non religieuse? Puis pourquoi interdire un baptême, un mariage dans un parc, une séance de méditation, un rassemblement festif pour une fête religieuse? Personne ne voudrait voir disparaître de tels événements. Bon, sinon, ça devient vraiment un régime autoritaire. Hein. Bon, et comment justifier de cibler des rassemblements religieux plutôt que d'autres manifestations non religieuses qui troublent l'ordre public et qui ne seront pas interdites? On pense aux manifestations des Black Blocs, par exemple. Alors, dans le cas des prières de rue, en fait, c'est pas au nom de la laïcité qu'il faut agir, c'est au nom de la paix sociale, de l'ordre public, de la lutte contre l'extrémisme et des discours qui appellent au meurtre qu'il faut agir. Donc, François Dugré, ici présent, a fait une belle revue de littérature, une recherche dans notre mémoire du RPL, pour voir ce qui se fait dans les autres pays pour interdire les prières de rue. Et ça confirme cette position. Hein. Si des prières de rue sont à certaines conditions autorisées ou interdites, la laïcité n'est jamais invoquée, ni ne constitue un élément justificatif. Hein. Bon. Ceci dit, on a quand même salué les balises introduites dans le projet de loi 9 qui visent à définir les conditions dans lesquelles une municipalité peut octroyer une autorisation d'utilisation d'un espace public à des fins de pratiques religieuses collectives. Hein. En particulier, le fait qu'une telle activité ne peut pas être discriminatoire. Les parcs doivent être des lieux de rassemblement, de partage, d'échange. On ne peut pas transformer un parc en un lieu de culte sacralisé et en exclure les citoyens qui ne pratiquent pas une certaine religion. Ce n'est pas acceptable. Alors, comme il n'y avait pas de cohérence, clairement, dans les règlements municipaux, il y avait lieu de les harmoniser en instaurant des balises. Et puis les balises qui sont dans le projet de loi 9, je pense qu'elles sont bonnes, il n'y a pas de problème là, et nous sommes d'accord avec ça. Mais, par contre, nous on dit qu'il faudrait les déplacer. Ne pas en faire une nouvelle loi comme ça qui est mal nommée, mais les déplacer dans une loi qui existe déjà, la loi des compétences, la loi sur les compétences municipales. Ceci dit, il ne faut pas se voiler la face. Le plus gros problème dans le cas des prières de rue, c'est que les organisateurs ne demandent aucune autorisation à la ville. Et ils ont le droit. Hein. Depuis l'abrogation du règlement municipal qu'on appelait anti-manif, le P6, à la suite du printemps érable, eh bien, cette loi-là a été abrogée. Hein. Donc, il n'y en a plus de loi. À l'époque, là, on pouvait leur demander, enfin, on avait essayé aussi, on leur demandait de se signaler à la police, hein, de donner leur itinéraire à la police. Mais ça a été abrogé. Et donc, ils n'ont ni l'obligation de demander un permis à la municipalité, ni à se signaler à la police. Donc, ils ont le droit. Donc, ils ne demandent rien, ils ont le droit. Donc, on a beau faire des balises, d'instaurer des balises pour l'octroi de permis municipaux, s'ils ne sont pas obligés de demander un permis, on ne sera pas plus avancé en fait. Voilà, donc c'est ça que je dis. Alors il faudrait ramener une loi obligeant les organisateurs de manifs de demander un permis ou au moins de se déclarer à la police. Mais ça ne relève pas de la laïcité, ça relève plutôt du mandat de M. Yann Lafrenière, moi je dirais. Voilà, bref. Alors, donc, quelle est la solution? Alors, il n'y a pas de solution magique contre ce problème des prières de rue, mais en tout cas, ce n'est pas en instaurant un concept mal avisé de neutralité religieuse de l'espace public
qu'on va y arriver. Ok, alors ça c'était dérive, je vais appeler ma prochaine contresens. Par ailleurs, on déplore depuis longtemps l'ambiguïté dans la définition du principe de neutralité religieuse de l'État dans la loi 21 elle-même, notamment par le lien qui est fait avec les accommodements religieux. Alors quand on dit qu'on n'y a pas pensé, mais moi je trouve qu'on n'a pas vraiment pensé à la définition de neutralité religieuse. On parle tous de neutralité religieuse, mais les adversaires de la loi 21 l'entendent d'une façon, et nous on l'entend d'une façon, et la loi 21 ne permet pas de préciser la définition, c'est-à-dire que si on a un changement de régime, de gouvernement, on risque complètement de se retrouver avec une autre définition de la neutralité religieuse. Alors, la neutralité religieuse, telle qu'elle est comprise par l'immense majorité des Québécois et des Québécoises, signifie que l'État n'a pas à prendre en considération les croyances, pratiques ou obligations religieuses des uns et des autres dans son fonctionnement. Mais c'est cette compréhension de la neutralité religieuse, de fait et d'apparence, qui est à l'origine de l'interdiction des signes religieux chez les employés de l'État, en autorité, et à l'origine de l'interdiction des salles de prière dans les écoles, instaurée par M. Drainville. Mais en même temps, la loi 21 renvoie la définition de la neutralité religieuse de l'État à la loi sur les accommodements religieux, qui a un titre long comme ça, dont je ne me rappelle pas, mais c'était la loi des libéraux, la loi 69, des libéraux, combien ? Ah bon, c'était 62 ? Oh, on se perd dans les chiffres. Alors, instaurée avant la loi 21. Donc, c'est une loi qui dresse les balises des accommodements religieux. Donc, le PL9, là, de Roberge, abolit cette loi des libéraux, mais il en instaure une nouvelle qui s'appelle « Loi favorisant la neutralité religieuse, notamment dans l'espace public ». Alors, je suis allée chercher... C'est changer 4,30 sous pour une piastre. Ça, je suis allée chercher dans Google parce que je ne comprends pas cette expression québécoise, mais je savais que c'était ça que je devais mettre. Hein? Voilà. Donc, la prochaine fois, j'irai la rechercher. C'est pas beau, ça. 4,30 sous pour une piastre. Alors, en tout cas, c'est ça qui est ça. Hein? Cette loi reconduit l'obligation d'accommodement religieux et en plus continue à l'associer à la neutralité religieuse. C'est ça. Alors, on n'a pas progressé. On n'a pas progressé. Dans le titre, c'est neutralité religieuse et c'est une loi sur les accommodements religieux. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Or, accorder une dérogation à une loi ou un règlement pour motif religieux, c'est par définition contraire au principe de neutralité religieuse, même en remplaçant la contrainte excessive par la contrainte plus que minimale. Daniel Barry, mercredi je pense, a demandé au ministre de lui trouver un accommodement religieux qui serait conforme à toutes les balises qu'on introduit dans la loi. Alors moi je pose la même question. Trouvez-moi un accommodement religieux qui ne soit pas en contradiction avec la laïcité et on en discutera. Alors, c'est bien, on va en discuter, Christiane. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, c'est pas gros, ça. Alors, qu'est-ce que c'est la neutralité religieuse? Est-ce que ça consiste à accommoder toutes les religions ou à l'inverse, à n'en accommoder aucune au sein de l'État? Ça ne peut pas être les deux. Hein. Pourtant, on a les deux compréhensions contradictoires dans le PL9. Dans les cas des salles de prière d'un côté et de l'alimentation religieuse de l'autre. Alors, dans le cas des salles de prière, hein, plutôt que d'exiger, on n'a pas dit, on permet les salles de prière, s'il y en a une pour les catholiques, une pour les protestants, une pour les musulmans, on a dit, ou une multiconfessionnelle, on a dit pas de salle de prière. Hein. Donc ça, c'est cohérent avec le fait que la neutralité, en tout cas, ma première définition de la neutralité. Mais à l'inverse, pour les menus religieux, le projet de loi 9 indique qu'il peut y en avoir, hein, qu'une institution publique peut donner des menus, peut répondre à cet accommodement religieux pourvu que ça ne soit pas exclusif, c'est-à-dire qu'il y ait des menus pour les autres. Mais ce n'est pas cohérent. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas cohérent avec les lieux de prière. Si pour les lieux de prière, on ne dit pas de lieu de prière, pourquoi on ne dit pas de menu religieux?
Plutôt que de dire, ça va en prendre, oui d'accord, s'il y a de la viande halal, il faut aussi qu'il y ait de la viande cachère, il faut aussi qu'il y ait de la viande obtenue par un abattage conventionnel, etc. Alors non seulement c'est pas, donc c'est contradictoire, du coup on ne sait pas ce que c'est la neutralité religieuse, et puis ce que je dis c'est que ce n'est pas applicable. Comment voulez-vous qu'une garderie puisse avoir à la fois de la viande, c'est une contrainte en tout cas excessive. Hein. En fait, à partir du moment où ça devient une contrainte qu'on impose aux institutions, c'est excessif. Comment voulez-vous qu'une garderie puisse avoir de la viande halal, de la viande cachère, de la viande ni l'un ni l'autre? Ça devient impossible. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Ok, maintenant je voudrais finir quand même, je voudrais rapidement parler d'une autre incompréhension des visées de la laïcité. Quand le leitmotiv de la CAQ, c'est comme ça qu'on vit au Québec, qui est brandi pour justifier le renforcement de la laïcité, ça je ne l'ai pas dit, hein, M. Robert. Bon, parce que ce n'est pas écrit, hein, c'est dans le discours. Hein. Porte flanc aux attaques, en fait, à savoir quelle serait l'expression d'un autoritarisme de l'État. Après, on s'étonne qu'on les accuse d'autoritarisme. Et sous-entend l'existence d'un clivage entre Québécois de souche et minorités culturelles. Mais c'est une fausse perception. La loi 21 est soutenue par des citoyens de toutes origines. Hein, inversement, beaucoup de Québécois de souche s'y opposent. Alors, ce n'est pas bon de faire ça. Il ne faut pas voir la laïcité comme une imposition contre des minorités, mais comme un devoir de l'État. Alors, nous sommes nombreux et nombreuses à provenir de pays étouffés par des contraintes religieuses. En immigrant au Québec, on souhaite bénéficier de la même liberté que tous les autres Québécois et Québécoises, notamment bénéficier d'une école publique laïque pour nos enfants à l'abri des pressions religieuses. Alors, la loi 84 sur 2 ou 4, 84 sur l'intégration à la nation québécoise de Jean-François Roberge demande aux nouveaux arrivants de participer pleinement en français à la société québécoise et à la vitalité de la culture québécoise en l'enrichissant. Mais c'est parfait, mais pour ce faire, on demande à l'État de nous permettre de le faire en nous assurant des institutions laïques à l'abri de l'intégrisme religieux. Donc c'est le sens de la réciprocité dont il est question dans sa loi sur l'intégration nationale. C'est de cette façon que l'État peut assurer l'épanouissement des personnes, j'aime pas ça, là, ces mots-là, là, l'épanouissement des immigrants. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'on vit. C'est un devoir du gouvernement, c'est une responsabilité du gouvernement d'assurer aux personnes qui arrivent la possibilité d'évoluer dans un milieu où ils ne sont pas étouffés par la religion et où ils peuvent contribuer de façon égale, comme tout le monde, à la vitalité du Québec. Donc la laïcité souffre, je dirais, d'une communication déficiente qui la fragilise. Elle ne devrait pas être présentée comme une suite d'interdictions imposées aux uns pour bénéficier aux autres, mais bien comme un droit collectif bénéficiant à toutes et tous. Bon, et voilà, je n'aurais pas eu le temps de parler d'un sujet qui me tient à cœur, ce sera pour une autre fois. D'accord, c'est une bonne idée ça. Merci beaucoup. Okay.